Aujourd'hui, on va parler d'un principe fondamental de toute réussite et qui explique pourquoi justement la plupart des gens restent médiocres. Connais-tu cette peur qui s'appelle la mégaphobie? La mégaphobie, c'est la peur de l'ambition, la peur de la grandeur, de la réussite. Et cette peur, elle se manifeste par une multiplication de projets. Tu multiplies les projets par peur de devoir t'impliquer dans un seul projet et de voir la difficulté augmenter. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été mégaphobe sans le savoir et pour exemple, il y a 2 ans, à peu près à la même époque, simultanément, je préparais 2 concours pour des grandes écoles, un documentaire, un moyen métrage et une fiction audio. Tout cela en étant en classe préparatoire et en préparant ma candidature au master, donc en faisant des recherches pour mon futur mémoire. Résultat des courses, j'ai échoué dans tous les domaines. Soit c'était médiocre, soit j'ai tout simplement été recalé. Alors pourquoi j'étais mégaphobe? J'avançais l'argument du perfectionnisme, je voulais être le plus parfait dans tous les domaines possibles de la vie, mais en réalité j'avais surtout peur. J'avais peur qu'en mettant tous mes œufs dans le même panier et que j'échoue, je perde tout. Donc je multipliais les projets, quitte à être moins bon dans tous ces projets, juste pour être sûr d'avoir toujours un plan B, un plan C, un plan D. Résultat, j'étais médiocre dans tous les domaines. Et ce que l'on voit rarement lorsque l'on multiplie les projets pour avoir toujours un plan de secours, c'est que une fois que tous les plans ont échoué, la confiance en soi est au plus bas. Beaucoup plus bas que si on avait fait un projet, qu'on s'y était mis à fond et qu'on avait échoué. Là, si on échoue sur tous les projets, on n'a plus l'énergie pour continuer à travers l'échec et donc on s'arrête net et on se dit j'ai tout échoué, je ne suis bon à rien. C'est notamment après la succession de tous ces échecs que je suis tombé en dépression. Donc ça prouve que ce n'est absolument pas la bonne stratégie pour la réussite. Mais tous ces échecs m'ont enseigné une leçon. Cette leçon, c'est que ceux qui réussissent ne sont bons que dans un seul domaine. Autrement dit, ils sont extrêmement mauvais dans tous les autres domaines. Ils ont choisi la spécialisation plutôt que la généralisation et ils sont devenus excellents et reconnus pour leur maîtrise dans une compétence très précise. Tu n'as qu'à penser à n'importe quelle marque actuellement qui a une image bien significative. Pense par exemple à Apple et à l'iPhone. Pense au KFC et au poulet. Pense à McDo et au Big Mac. Il y a aussi Starbucks pour le café, Intel pour les processeurs et ainsi de suite. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est toujours une marque, un objet, un produit phare. Et en contre-exemple, lorsque McDo essaye de faire des frites et légumes, ça fait un bide. Les gens râlent parce que ça ne correspond pas à l'image de McDo, ça ne correspond pas à leur spécialité. Mais même lorsque j'ai pris conscience de cette réalité, de ce fait que pour réussir, il faut se concentrer sur une seule chose à la fois, c'était toujours contre-intuitif pour moi. Pour moi, c'était pas évident de devoir tout sacrifier et de ne choisir qu'un seul domaine et de s'y tenir assez longtemps. Et puis j'ai découvert le livre One Thing. Alors One Thing, c'est un des meilleurs livres de développement personnel que j'ai lu, en tout cas sur la productivité. Et je sais pas s'il existe une version en français, mais quoi qu'il en soit, je mettrai un lien en description, parce que franchement, c'est de l'anglais très simple. Et ce que j'aime avec ce livre, c'est que c'est à la fois extrêmement simple à comprendre et à mettre en pratique, mais aussi extrêmement puissant. Le livre parle notamment au tout début de l'effet domino. L'effet domino dit que si l'on fait chuter un domino, il peut entraîner la chute d'un domino de 50 fois sa taille. Ready? Boom. L'explication de l'effet domino, c'est que le plus précis tu vises, le plus concentré sera ton énergie. Mais je sais très bien qu'en te donnant seulement ce principe de réussite, en te disant seulement qu'il faut que tu te concentres sur une seule chose à la fois, ça reste contre-intuitif. Pourquoi? Parce que on a été éduqué à multiplier les projets, à faire plusieurs choses en même temps, à être le plus efficace possible. Après tout, cela paraît naturel de développer différentes compétences pour faire face à différentes situations, et puis en général de mener une vie assez balancée. Mais mener une vie balancée, c'est un synonyme pour dire médiocre, pour dire moyen. Tu es moyen dans beaucoup de domaines. Autrement dit, tu n'es pas bon dans un seul domaine. Soit tu es en pointe, soit tu concentres ta force, soit tu l'étales dans différents domaines. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix entre être médiocre ou moyen un peu dans tout, ou être très mauvais dans la plupart des choses, mais excellent dans un domaine. Et pour te convaincre d'adopter cette approche unique, obsessionnelle,
je dois d'abord déconstruire avec toi 6 mythes de la réussite que tu as dans ton cerveau. Mythe numéro 1, tout est important. Lorsque tout est important, rien n'est important. Admettons que tu commences la journée avec une liste de choses à faire. Tu dois faire le ménage, tu dois aller à la salle de sport, tu dois faire à manger, tu dois chercher quelque chose à la poste, tu dois faire une dissertation. La plupart des gens vont faire les choses comme ils leur viennent à l'esprit. C'est-à-dire qu'ils vont faire d'abord le plus facile, le plus confortable, et ils vont reporter le plus possible la tâche la plus importante. Si tu définis à l'avance une priorité parmi toutes ces tâches, c'est que c'est la première que tu dois faire au tout début de la journée. Après, tu feras les autres une fois que tu l'auras faite. Ne pas discriminer, ne pas définir de priorité est le meilleur moyen de rester médiocre parce que tu vas t'éparpiller en différentes tâches et tu ne sauras jamais quelle direction prendre. Tu ne sauras jamais ta priorité. Il y a une loi, et tu en as sûrement déjà entendu parler, qui s'appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto dit que 20% des efforts sont responsables de 80% des résultats. Autrement dit, il y a peu de choses que tu fais dans ta journée qui sont responsables de la majeure partie de ta progression. Mais le livre One Thing va encore plus loin en appliquant la loi de Pareto à 1%. Autrement dit, 1% de tes efforts, de ce que tu fais, est responsable de 99% des résultats. Tu dois donc définir une priorité, à la fois au niveau de ta journée, la tâche la plus importante à accomplir, mais aussi globalement, c'est-à-dire sur l'année, voire sur 10 ans même. Le moins de priorités tu as, le plus efficace tu seras. Imagine que sur la semaine, tu n'aies que 2 heures pour faire ton travail. Qu'est-ce que tu ferais ? Quelle est la tâche la plus importante qui serait responsable de 99% des résultats? Attention, ici, on ne vise pas la perfection, on ne vise pas 100% des résultats. On vise l'action la plus petite pour la part la plus grande de résultats. Donc imagine que tu n'aies que 2 heures dans la semaine, qu'est-ce que tu ferais? Quelle est la tâche la plus importante? Moi par exemple, si je n'avais que 2 heures dans la semaine, je tournerai des vidéos. Pourquoi? Parce que cette chaîne YouTube est ma priorité numéro 1 et je sais que écrire des vidéos ou les monter, c'est toujours moins important, c'est toujours secondaire par rapport au fait de tourner des vidéos. Si je ne tourne pas cette vidéo par exemple, il n'y a pas de vidéo. Je peux l'avoir écrite, si je ne l'ai pas tournée, elle n'existe pas. Et pareil, je ne peux pas monter la vidéo si je ne l'ai pas tournée. Donc c'est l'action la plus importante. Et si j'avais que 2 heures dans la semaine, je ne créerais pas de vidéo, je ne ferais même pas de montage, juste j'allumerais ma caméra et je te donnerai les meilleures informations que j'ai ou mes réflexions du moment. N'aie pas peur de dire non. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui disent non à eux-mêmes et aux autres. Ils refusent des rendez-vous qui ne sont pas alignés avec leur priorité numéro 1 ou ils refusent d'autres tâches qu'ils n'ont pas le temps de faire. On peut penser par exemple à Andrew Tate qui dit que si l'on est pauvre, on ne devrait pas cuisiner. If you're broke, if you're not a millionaire, the last thing you should be doing with your time is cooking. Ça fait beaucoup polémique, comme tout ce que dit Tate. You're broke! Mais il y a une part de vrai là-dedans. Cuisiner lorsque tu es pauvre ne devrait pas être ta priorité. Ta priorité devrait être de faire de l'argent. Mythe numéro 2, le multitasking. L'université de Stanford, la même que celle de Andrew Huberman, a réalisé une étude sur les multitaskers. Ils avaient d'abord un groupe A de gens focus, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient que sur une seule chose à la fois. Et puis il y avait le groupe B, le groupe des gens qui faisaient plusieurs choses en même temps. Et le résultat de cette étude, c'est que les multitaskers produisent un travail médiocre. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Et l'explication est très simple, le multitasking dissipe et fragmente ton attention et ton énergie. Avec le développement des outils technologiques, le multitasking est devenu une tendance productive de la société moderne. Or, pour moi, c'est simplement une procrastination masquée. Le multitasking, c'est pas vouloir faire beaucoup de choses en même temps et être hyper efficace. C'est ne pas être capable de se concentrer sur une chose à la fois, avoir une capacité d'attention de seulement 2 secondes. J'ajouterais que les multitaskers ont tendance à être plus vulnérables à l'anxiété. Parce que en multipliant les projets, au lieu de vouloir tout contrôler, tu finis par te sentir écrasé. Parce qu'il y a beaucoup de choses en chantier, mais rien n'est terminé. Donc ta tête est constamment pleine de différentes choses dans différents domaines. Tu finis débordé, écrasé par la quantité d'activités simultanées. C'est comme lorsque tu utilises ton téléphone avec plusieurs applications en arrière-plan. Bien sûr que le téléphone va être plus lent, voire surchauffé. Mythe numéro 3, le perfectionnisme.
Un professeur d'université a fait une expérience très intéressante. C'était pour un cours de photographie, les élèves avaient 30 jours pour réaliser la meilleure photographie possible. Après, ils seraient notés sur une seule de leurs photographies. Le groupe A avait 30 jours pour réaliser la meilleure photographie. Le groupe B avait pour objectif de réaliser une photo par jour et de choisir seulement la dernière photo. Et le résultat, c'est que le groupe B, donc celui qui faisait une photo par jour et qui n'a choisi que la dernière photo prise, a eu de meilleures notes en général que le groupe A qui a pris une seule photo. Ça oui, c'est du bon travail. La leçon de cette expérience, c'est que la réussite tient plus à la répétition d'une seule action plutôt qu'à chercher à faire une fois parfaitement bien. Par exemple, lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube, je voulais que ma première vidéo soit la meilleure possible. Je voulais avoir un parfait commencement. Lorsque j'ai réalisé que j'avais perdu des mois pour faire une vidéo qui ne sortirait jamais, j'ai compris que j'aurais pu utiliser ces mêmes mois pour faire une vidéo médiocre par semaine et ainsi pour avoir une meilleure courbe de progression. J'aurais pu mieux progresser si j'avais fait une vidéo par semaine plutôt que si j'avais passé 6 mois à faire une vidéo. Viser le 8 sur 10 prend moins d'efforts que de viser le 10 sur 10. Autrement dit, pour passer de 0 à 8, c'est moins difficile que de passer de 8 à 10. Et ça demande beaucoup plus d'efforts de se perfectionner plutôt que d'avoir un résultat assez bien. Et finalement, lorsque tu ne vises pas le perfectionnisme, il arrive quand même, lorsque tu progresses régulièrement, tu verras que tu atteindras les résultats que tu visais dès le départ beaucoup plus rapidement que tu ne l'avais prévu. Lorsque j'ai commencé à la salle de sport, j'y suis allé avec le minimum de connaissances et j'ai fait plein d'erreurs tout au long de mon parcours. Mais j'ai toujours plus progressé que si j'avais attendu d'avoir toutes les connaissances pour faire ma première séance de sport. D'autant plus que même si j'avais eu toutes les connaissances, j'aurais quand même fait des erreurs. Mythe numéro 4, le pouvoir de la volonté. Lorsque tu multiplies les objectifs dans différents domaines, c'est que tu crois que tu peux appliquer la même force de volonté à tous ces domaines. C'est que tu penses que tu peux être excellent dans tous ces domaines. Or, ta quantité de volonté est limitée. Lorsque tu commences la journée, tu as une quantité limitée qui va s'épuiser tout au long de la journée à chaque fois que tu vas prendre des décisions. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est extrêmement épuisant pour toi de devoir prendre des décisions. Alors quand ces décisions n'ont rien à voir entre elles, c'est encore plus coûteux en énergie. Donc d'une part, tu dois te limiter à un seul domaine, à un seul projet, pour que les décisions aient une relation entre elles. Et d'autre part, tu dois privilégier ta priorité le matin, puisque le matin, c'est là où tu as le plus d'énergie, tu as le plus de volonté. Lorsque j'ai voulu commencer la musculation et en faire une habitude, je l'ai placé dès le matin, dès l'ouverture de la salle de sport. Pourquoi ? Parce que je savais que c'était le moment où j'avais le plus d'énergie, le plus de volonté, le plus d'envie d'aller à la salle de sport. Et à l'inverse, si j'y allais l'après-midi ou le soir, j'avais mille et une excuses pour ne pas y aller. J'ai pas fini ci, j'ai pas fini ça, je suis fatigué. J'irai plutôt demain, c'est pas très grave. Lorsque c'est le matin que tu te réveilles, c'est là que ton cerveau est le plus plastique, c'est là que tu peux commencer à mettre en place des mécanismes de nouvelles habitudes. Mais ça ne veut pas dire que ça doit rester tout le temps le matin. Une fois que la musculation est devenue une habitude pour moi, je l'ai enlevée du matin, je l'ai mise entre midi et 2, juste après le repas du midi. Et comme ça, le matin, j'ai de la place pour une nouvelle habitude à mettre en place. Et cette habitude, c'est tourner des vidéos. Je tourne tout le temps, en tout cas, 80% des vidéos sont tournées le matin. C'est là où je suis le plus énergique. C'est-à-dire que je suis pas très énergique en général, mais c'est le moment où je suis le plus énergique et c'est le moment où j'ai le plus de volonté. Et donc pour prendre l'habitude de faire des vidéos, puisque c'est mon obsession, c'est ma mission numéro 1, pour prendre cette habitude et pour le faire le mieux possible, je le fais tout le temps le matin. Pour te donner une idée, il faut à peu près 66 jours pour qu'une habitude devienne une habitude. Donc définis d'abord une habitude, une seule habitude que tu veux mettre en place, et puis répète-la pendant 66 jours tous les matins, le plus tôt possible. Une fois que c'est devenu une habitude, tu pourras la changer de place dans ton emploi du temps et faire place à une nouvelle habitude. C'est comme ça qu'on progresse. Mythe numéro 5, la vie équilibrée. Un autre argument pour multiplier les projets et donc ne pas réussir, c'est de maintenir une vie équilibrée. C'est un des plus grands arguments des gens médiocres, c'est « Ah non mais la vie, il faut bien vivre, il faut bien avoir une vie équilibrée, tu peux pas faire une seule chose et ne rien faire d'autre à la fois, tu dois développer tes relations sociales, tu dois rester en bonne santé, faut pas trop travailler, sinon tu vas faire un burn-out. » Mais entre toi et moi, ce sont seulement des excuses pour rester médiocre. Parce qu'en réalité, la plupart des gens qui défendent la vie équilibrée,
ils ont tout sauf une vie équilibrée. Leur vie, c'est se lever le matin en n'ayant pas assez dormi, aller au travail, rentrer du travail, manger n'importe quoi, regarder Netflix, dormir 7 heures par nuit, se réveiller en n'ayant pas assez dormi, retourner au travail. Et attendre bien sûr les week-ends pour faire la fête, pour voir ses amis, pour faire n'importe quoi. Pour moi, c'est tout sauf une vie équilibrée. Pour moi, ce sont seulement des excuses pour rester médiocre. Et c'est peut-être la plus grande raison pour laquelle la plupart des gens ne réussissent pas ou ne veulent simplement pas réussir. La réussite exige des sacrifices. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur pourquoi tu ne progresses pas. J'ai ce principe, cette métaphore de la montgolfière. La montgolfière, tu sais ce que c'est un ballon avec un panier qui s'élève dans les airs. Mais comment s'élève la montgolfière ? En lâchant du lest. C'est en étant de plus en plus légère que la montgolfière va s'élever. Et tu l'as compris, plus la montgolfière s'élève, plus tu réussis. A l'inverse, la médiocrité, il faut la voir comme une boue qui empêche la montgolfière de décoller. Et tu auras beau lâcher du lest, ça ne décollera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu te souviens bien, une montgolfière ne décolle pas avec du lest, elle décolle avec du feu. Ce feu, c'est le feu de la foi. Lorsque tu commences et que tu ne vois pas de résultat, il faut que tu aies foi en toi et en tes capacités de réussir. Et il faut que tu aies foi dans le principe du livre One Thing qui dit que tu dois faire des sacrifices et c'est ça qui va te permettre de t'élever. Tu dois te concentrer sur une chose, tu dois placer ta foi dans une seule chose. Et c'est ça le feu qui te fera décoller de la médiocrité, de la boue de la médiocrité. Et une fois que tu commences à décoller, tu lâches encore du lest, tu lâches du lest et tu vas t'élever. Pour revenir sur Terre, pour réussir, tu dois mener une vie inéquilibrée. Et ça peut paraître totalement contre-intuitif pour toi parce que la plupart des vidéos sur YouTube pour réussir, elles parlent d'habitude et de routine, elles parlent d'une vie équilibrée. Mais tu dois faire la différence entre ton travail, ton obsession et ta vie en dehors de cette obsession. Si tu veux, pour ce qui est de ton obsession, tu dois être inéquilibré. Tu dois travailler énormément, fournir énormément d'efforts et ne te concentrer que là-dessus. Tu ne dois pas penser à autre chose. En revanche, tu ne vas pas travailler longtemps, tu ne vas pas être efficace longtemps, tu vas vite faire un burn-out, être épuisé. Si à côté, tu n'as pas une vie équilibrée. Donc il y a ton travail, ton obsession qui est inéquilibrée, tes efforts sont inéquilibrés, parce que tu vises l'excellence, la réussite, mais à côté, c'est contrebalancé par une vie plus balancée et des bonnes habitudes. Ces bonnes habitudes, elles ne sont pas déconnectées à cette obsession, justement, elles permettent de poser un cadre, un support pour que ta productivité puisse s'exprimer. Donc pour résumer, oui, tu dois avoir de bonnes habitudes tous les jours pour maintenir une santé physique et mentale, mais ces bonnes habitudes, cette vie équilibrée, doivent servir un effort et un travail inéquilibré, intense et supérieur à la moyenne. Et tu te doutes bien que ces bonnes habitudes à suivre pour garder une vie équilibrée, ça n'a rien à voir avec regarder Netflix ou sortir le week-end en boîte. Mythe numéro 6, voir trop grand est mauvais. Comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, la mégaphobie, c'est la peur de devoir s'engager dans un seul projet et de devoir fournir des efforts considérables pour réussir. On a peur de devoir fournir des efforts considérables, on a peur de souffrir pour réussir, donc on multiplie différents projets et on avance comme excuse qu'il faut bien avoir une vie équilibrée et que se montrer trop ambitieux est dangereux. Autrement dit, consomme et reste un bon petit citoyen. Eh bien, le principe de la réussite dit tout l'inverse. Tu devrais avoir des objectifs déraisonnablement raisonnables, c'est-à-dire des objectifs ambitieux mais qui reste à ta portée. Un objectif déraisonnablement déraisonnable, ce serait « je veux aller sur Mars ». Et encore, pour certains, c'est déraisonnablement raisonnable. Tu dois définir un objectif qui ne soit pas à ta portée là, maintenant, mais si tu fournis les efforts, tu pourras l'atteindre bientôt. Donc n'aie pas peur de te montrer ambitieux, audacieux et de voir plus grand que les autres. Mais une fois que tu as défini ton objectif ambitieux, déjà de 1, tu ne devrais pas le partager à tout le monde parce que la médiocrité étant ce qu'elle est, les gens vont vouloir te rabaisser parce qu'ils vont se sentir menacés dans leur médiocrité. Ils vont se sentir menacés par toi qui veut être dominant, qui veut être supérieur. Parce que même si c'est que pour toi cet objectif, tu vas monter dans la hiérarchie et ça, les autres, ils n'aiment pas ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as défini ton objectif ambitieux, tu dois te concentrer sur l'action la plus petite et la plus immédiate possible. Parce qu'on a tous cette tendance, une fois qu'on a défini nos grands projets, une fois qu'on s'est autorisé à rêver, à se montrer audacieux, on a tous cette tendance à avoir une certaine excitation, à visualiser la réussite, mais on n'est jamais prêt à commencer, on n'est jamais prêt à
commencer par l'action la plus simple. Soit parce qu'on manque d'humilité, on se dit « Ah, mais c'est trop petit par rapport au grand projet que j'ai, c'est une action trop simple que n'importe qui peut faire. » Soit parce qu'on se sent paralysé par la grandeur de nos projets. On ne sait pas par où commencer, c'est tellement immense pour nous. Donc une fois que tu as ta priorité, ton grand objectif sur le long terme, tu dois définir l'action présente maintenant à faire. Et je parle pas de l'action dans 1 heure, l'action de demain matin. L'action maintenant. Une fois que cette vidéo est terminée, tu fais cette action. Par exemple, imaginons que tu veuilles commencer une chaîne YouTube. Et tu te projettes, tu fais oui, dans 10 ans, j'aurai 500 000 abonnés, je vais faire tel style de vidéo, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais gagner telle somme d'argent. Et tout excité. Et puis tu te dis, merde, j'ai actuellement aucune chaîne YouTube, j'ai pas d'abonnés, j'ai jamais fait de vidéo de ma vie, je sais pas parler, je sais pas quoi dire, je vais jamais pouvoir y arriver. Une fois que tu as ce projet de commencer cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais ? Quelle est l'action la plus simple et directe ? C'est même pas de créer une chaîne YouTube. Tu prends ton téléphone et tu te filmes. Avant même que j'ai créé une chaîne YouTube, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai pris mon téléphone et je me suis filmé. J'ai jamais posté aucune de ces vidéos, mais c'était l'action la plus simple, la plus directe à faire. J'avais pas besoin de connexion internet, j'avais pas besoin d'avoir préparé un texte. J'ai juste pris mon téléphone, je l'ai allumé et je l'ai regardé. Je me suis regardé moi en vidéo, j'ai réalisé à quel point j'étais moche en vidéo, à quel point j'avais pas de sourire, j'avais pas d'énergie, et puis pouf, j'ai arrêté. Et cette vidéo, je l'ai jamais publiée, mais c'était l'action la plus simple, la plus directe à faire. Et regarde avec le long terme, bon, j'ai 4 abonnés, mais j'avance toujours plus que si j'étais resté dans mes projets, dans mes rêves, et si j'étais resté paralysé par l'idée de faire une chaîne YouTube. Ce que m'a appris le livre One Thing, c'est que le secret de la réussite ne tient qu'à une seule chose. Mais attention, le principe du livre One Thing, le principe de l'unique chose, c'est un idéal, ce n'est pas une règle de vie. C'est plutôt, je dirais, une éthique, un idéal à viser. Par exemple, moi, je ne vis pas avec une seule chose. Je ne fais pas qu'une seule chose dans ma journée, je ne fais pas que des vidéos. J'ai au maximum 3 objectifs prioritaires. J'ai faire des vidéos, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai ma santé mentale et j'ai ma santé physique, ma transformation physique. Je ne dis pas que tu dois sacrifier ta vie sociale pour ton travail. On voit bien en Asie ce que ça donne des gens qui sont complètement dépressifs, qui font des burn-out parce qu'ils n'ont que leur travail dans leur vie, ils n'ont aucune interaction sociale. Ce que je dis, c'est que tu dois définir des priorités dans ta vie et t'y tenir. Tu dois admettre que tu ne peux pas tout faire et encore moins tout faire bien. Et puis, comme on l'a vu, une fois que ta priorité est devenue une habitude, tu peux commencer de nouvelles habitudes. Du moment que tu ne commences pas plusieurs habitudes en même temps. La meilleure progression, c'est la progression la plus humble, la plus petite, c'est une progression à la fois, un pas à la fois. Donc oui, le moins d'objectifs tu as, le plus tu as de chances de les atteindre, mais ce qui compte le plus, c'est de faire une seule chose à la fois. Le piège dans lequel on tombe tous aujourd'hui avec la réduction de notre attention, c'est de faire plusieurs choses à la fois. Tu prends ta douche en écoutant de la musique, tu regardes ton téléphone en travaillant ou en lisant un livre, tu fais à manger en écoutant un podcast, et tu peux dire oui, je suis efficace, je gagne du temps. Mais en réalité, tu seras beaucoup plus efficace et tu feras un meilleur travail si tu fais qu'une seule chose à la fois, si tu es focus. Par exemple, moi, du moment que je rentre dans la salle de sport, je ne suis plus un youtubeur, je ne suis plus un lecteur, je ne suis plus quelqu'un qui médite, je suis un athlète, je suis quelqu'un qui fait du sport. Et dans ma tête, pendant 1h30, c'est comme si je faisais que du sport. C'est comme si toute ma vie, je n'avais fait que du sport et je ne faisais que ça. C'est ma mission, je suis un robot, j'ai été programmé pour ça. Une fois que la séance de sport est finie, je passe à autre chose. Je passe en mode conducteur. Et lorsque je passe en mode conducteur, je n'écoute pas de musique à côté. Ça peut être très tentant, mais le moins de choses tu fais en même temps, le plus tu es concentré sur une chose à la fois, le plus tu progresseras. Je serais très intéressé de savoir en commentaire quel est l'objectif unique que tu as défini et aussi quelle est l'action unique que tu as définie. Pour ma part, mon but est de vivre de YouTube, donc de produire le meilleur contenu possible pour aider d'autres jeunes hommes comme toi à améliorer leur vie et à atteindre leur plein potentiel. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et je te laisse avec ma dernière vidéo. Salut! Ouh.